Au milieu du système solaire, le Soleil expulse une énorme éruption solaire qui commence à se précipiter vers les autres planètes. Pendant ce temps, en Turquie, Armand est sur son bateau en train de profiter de son travail de plongeur. Après quelques heures de nage, il rencontre son ex, Daphne, venue lui demander de l'accompagner dans un voyage en mer jusqu'à la tranchée d'Erebus. Lorsqu'elle mentionne que leur expédition est sponsorisée par Yenilik Inc., l'entreprise de son père, Armand n'apprécie pas et une dispute éclate. Daphne le fait promettre d'y réfléchir au moins. Le soir même, l'éruption solaire détruit un satellite. Elle se dirige à grande vitesse vers Mercure, détectée peu après par Çelik à la base aérienne d'Adana, capitale turque. Elle informe immédiatement son commandant, qui prévient leur supérieur et lui demande de garder le silence. Le lendemain matin, un mystérieux fichier est déposé sous la porte d'Armand, qui se précipite pour rencontrer à nouveau Daphne. Il la trouve avec son nouveau fiancé Kenan, rendant la situation un peu malaisée. Armand demande plus de détails sur la mission, alors Daphne lui montre des cartes tout en expliquant que son père recherche du carburant. Il y a un lieu qui n'avait pas été vu depuis 100 ans et qui a été redécouvert, ce qui excite Armand car il y trouvera peut-être Savalia Savaglia, un corail noir qu'il a toujours voulu mais n'a jamais pu obtenir. Armand accepte de partir et le soir même, il rejoint le reste de l'équipage, heureux de retrouver l'assistante de Daphne, Rana, le biologiste marin Cen et l'océanographe Félix. Cependant, Armand est contrarié en voyant que Kenan vient aussi et à cause d'un appel de son père, ne croyant pas à son implication. À la base aérienne, Çelik surprend des supérieurs en réunion et apprend que des rayons gamma dangereux se dirigent vers la Terre, signifiant que l'humanité n'a plus beaucoup de temps pour se préparer. Plus tard, chez elle, Çelik appelle sa mère et lui dit de se cacher sous terre avant jeudi. Malheureusement, ses chefs interceptent ce message et envoient des soldats chez elle. Çelik les voit et se précipite immédiatement pour bloquer la porte avec des meubles afin de s'échapper par l'arrière, laissant son téléphone derrière elle. Lorsque les soldats finissent par entrer, Çelik est déjà en train de s'éloigner en voiture. En mer, Daphne décide de faire une plongée préliminaire avant d'atteindre la tranchée pour tester leur sous-marin, alors tout le monde l'accompagne tandis que Kenan et le capitaine restent sur le bateau. Avant de partir, le capitaine annonce qu'ils ont reçu des informations indiquant un problème avec l'océan en Asie, attribué à une éruption volcanique, donc le groupe part malgré tout. Il reste sous l'eau pendant quelques heures lorsque soudain Armand aperçoit un flash lumineux, ce qui est étrange car cette zone devrait être totalement sombre. Il retourne à la surface, mais personne sur le bateau ne répond à la radio. Il fouille alors le bateau pour le trouver complètement vide. Sur un ordinateur portable, il découvre une vidéo laissée par Kenan, expliquant qu'ils ont reçu un message d'Asie disant que le soleil tue tout le monde à son lever, alors lui et les autres sont partis chercher un abri à Kos. Le groupe décide d'aller dans le même bunker, mais d'abord ils doivent retourner à terre pour charger le sous-marin. Pendant le trajet, ils repèrent quelque chose sur le radar qui se rapproche. Lorsqu'ils débarquent enfin, ils trouvent la zone entièrement vide et sans électricité. À ce moment-là, ils voient un énorme sous-marin militaire, le Yakamos S-245, émerger à la surface. Les troupes de la marine sortent et sont désorientées par l'absence d'électricité et de réception téléphonique. Armand informe le commandant et René de ce qu'ils savent, tandis que Daphne reçoit un message vidéo par satellite de Kenan, montrant la panique qui s'empare des gens dans les rues. Le lever du soleil est dans moins de 4 heures, alors René et son second Umut rassemblent les soldats et leur ordonnent de trouver l'abri mentionné par Kenan. Félix et Cen récupèrent des outils du sous-marin et partent en voiture, espérant trouver l'installation électrique à réparer. Daphne et Armand disent à Rana d'attendre là tandis qu'ils se joignent à la recherche, et dès qu'ils montent dans une autre voiture, Umut les rejoint. Quelques instants plus tard, une explosion retentit sur les quais. Rana pleure de peur de mourir, alors l'officier Yonka la réconforte. Pendant ce temps, Félix et Cen trouvent enfin les tours électriques. Le lieu est un désordre abandonné avec des fils électriques grillés et des étincelles partout, mais ils décident d'essayer quand même. Cen tremble et a du mal à se concentrer, ce qui est expliqué peu après par un sac qui tombe de sa poche. Il s'avère qu'il prend des stimulants illégaux, donc il vaut mieux que Félix prenne en charge les réparations. Le groupe d'Armand arrive à Kos, pour y trouver un incendie et des corps étendus par terre. Tous sont morts et semblent avoir brûlé de l'intérieur. Suivant la vidéo de Kenan, le groupe entre dans l'église, également remplie de cadavres. Bientôt, les officiers arrivent et commencent à fouiller la ville, découvrant des corps à chaque coin de rue. Soudain, l'officier Baris commence à se sentir malade et vomit. Armand trouve des jumelles thermiques dans une voiture et observe la zone, mais il n'y a aucun mouvement, ce qui signifie qu'il n'y a pas de survivants. À ce moment-là,
les officiers informent Umut qu'ils ont trouvé une personne dans un coffre-fort de banque. Le trio s'y précipite et trouve le survivant babillant en grec ancien. Armand peut le comprendre et discute avec lui, apprenant qu'il a survécu parce qu'il est sous terre et que l'endroit est fait de plomb. L'homme répète également que tout le monde se trompe. Un médecin dit que l'homme a des saignements internes et une respiration faible, donc Umut le tue. Furieux, Armand crie sur Umut, qui prétend l'avoir fait par miséricorde. Les officiers décident de retourner sur les quais et de se cacher dans le sous-marin. Daphne veut toujours retrouver Kenan, alors Umut lui donne 30 minutes à elle et à Armand pour revenir sur les quais avant que le sous-marin ne plonge. Dans la banque, quelques officiers tentent de récupérer quelques sacs d'argent avant de partir, soulignant que les propriétaires sont morts. Cela déclenche immédiatement une bagarre. À ce moment-là, Félix ramène le courant. Cela active le système de sécurité de la banque et plusieurs officiers se retrouvent piégés à l'intérieur. Un officier à l'extérieur tente de les aider, mais la porte se referme alors il doit reculer pour se sauver lui-même. Sur les quais, Félix et CEN reviennent sains et saufs. Rana vérifie en ligne et apprend que selon les scientifiques, l'incident est dû à un changement de polarité du Soleil. Ce changement se produit tous les 11 ans, mais cette fois-ci il a été plus fort que d'habitude et a provoqué l'éruption qui a envoyé ses gigantesques rayons gamma. À Kos, le signal d'évacuation commence à retentir des haut-parleurs à travers la ville, mentionnant un abri à Tigaki. Daphne et Armand se dirigent immédiatement là-bas, pour y trouver. Leur seule option est de nager et de boucher le sous-marin de l'extérieur. Daphne fait remarquer que c'est trop dangereux à cette profondeur, mais Armand lui rappelle qu'ils n'ont pas d'autre choix. En privé, Yonka pleure et renaît, qui s'avère être son père. Umut l'interrompt pour lui ordonner de nager avec Armand, car elle est la seule à bord ayant les connaissances nécessaires pour aider. Après s'être équipé et avoir pris du matériel spécialisé, le duo plonge dans l'obscurité des profondeurs jusqu'à ce qu'il trouve les fuites. Pendant qu'il travaille, Yonka est soudainement percuté par un poisson pêcheur, ce qui la repousse et lui fait perdre la localisation du sous-marin. À l'intérieur, les lumières s'éteignent lorsque le tableau électrique tombe en panne, forçant l'équipage à activer l'alimentation auxiliaire. Pendant que les officiers réparent la source principale d'énergie, Armand continue à colmater les fuites. Il trouve ensuite Yonka juste à temps pour qu'il retourne au sous-marin sans subir de dommages dus à la pression. Une fois rentrés, ils conviennent de ne dire à personne ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, Umut devient le nouveau commandant et Yonka son second. Umut annonce qu'ils se rendront à la base navale d'Iskandrin, en Turquie. Pendant les heures suivantes, tout le monde tente de faire preuve de patience. Félix veille sur CEN, qui souffre de symptômes de sevrage à cause de son addiction. Finalement, le sous-marin arrive à la base et il trouve des voitures de police abandonnées à l'extérieur du bâtiment. Les officiers fouillent toute la zone, mais ne trouvent que des cadavres. Les soldats leur offrent un enterrement digne avec une cérémonie militaire traditionnelle, et Umut aperçoit une fille parmi les corps dans la fosse, signe qu'il commence à halluciner. Un autre officier le ramène à la réalité en l'informant qu'ils ont vérifié les nouvelles et appris qu'il y a des incendies partout. CEN s'éloigne pour fumer et voit la ville en flammes au loin, ce qui le pousse à désespérer. Plus tard, Yonka accroche une photo d'Erené dans le sous-marin, et les autres lui rendent un dernier hommage. Armand et quelques officiers travaillent sur les fuites pour plus de sécurité, tandis qu'Umut envoie d'autres chercher de la nourriture et des médicaments dans la base, tandis que lui et Rana consultent les ordinateurs pour obtenir plus d'informations. Dans la cuisine de la base, Altan goûte de la nourriture et remarque qu'elle est insipide. Quelque chose bouge dans l'ombre, et lorsqu'Altan et Yonka entendent un bruit, ils partent enquêter. Yonka remarque que son sac, qu'elle avait posé sur un comptoir, a disparu. Ils finissent par trouver une boîte cassée et supposent qu'elle a juste explosé. À l'infirmerie, Daphne remarque que CEN cherche quelque chose pour l'aider avec son addiction et l'éloigne immédiatement. Cependant, il a caché une bouteille dans sa poche et prend discrètement un médicament. Dans le sous-marin, Félix entend un bruit et part vérifier. Il trouve une lampe torche abandonnée, puis une femme mystérieuse le pousse brusquement et s'enfuit. Félix tente de l'arrêter, mais elle le frappe et le repousse à nouveau. Il alerte immédiatement les officiers, qui poursuivent la personne dans la base. L'inconnu réussit à mettre plusieurs soldats hors d'état de nuire avant de continuer sa fuite. Félix finit par la rattraper, mais elle le tient en joue. Il s'avère que cette femme est Selik. À ce moment-là, les autres officiers arrivent et la forcent à lâcher son arme. Elle est ensuite emmenée dans le sous-marin et menottée. Se rappelant ce que Baris avait dit, Félix fouille les lieux et trouve des boîtes vides dans les conduits d'aération, confirmant que Selik s'est caché là depuis le début et volait de la nourriture.
Umut hurle sur Selig pour qu'elle s'explique et menace de la frapper pour la faire parler, mais Félix trouve son uniforme dans les conduits et le lui montre. Selig finit par révéler son identité et explique qu'elle cherchait un abri après avoir entendu ses supérieurs discuter de l'éruption solaire. En se cachant dans les conduits, elle a appris beaucoup sur la personnalité de chacun en les observant et mentionne comment Yonka a failli rater la mission de plongée. Elle ajoute aussi qu'René pourrait être un traître, car il tentait de communiquer avec quelqu'un à l'extérieur du sous-marin sans en informer l'équipage. Yonka et Umut se précipitent dans la cabine d'René et y trouvent un compartiment secret contenant son journal de bord. Tous les noms du groupe d'Armand y figurent avec la mention « aucune affiliation », sauf celui de Daphne, qui est suivi de points d'interrogation. Ils montrent la liste à Selig, qui leur conseille de surveiller Daphne sans éveiller ses soupçons. Pendant ce temps, Daphne s'introduit secrètement dans la base navale et branche son téléphone satellite pour essayer de se connecter aux ordinateurs, sans succès. Quelques minutes plus tard, Umut est informé que 2 officiers sont malades, et Armand réalise qu'il faisait partie des fossoyeurs. Il consulte CEN, qui effectue une petite expérience, la nourriture prise dans la base a un goût de papier, tandis que celle qu'ils avaient déjà dans le sous-marin est normale. CEN conclut que le soleil a corrompu la structure carbonée des aliments. Cela signifie que toutes leurs provisions sont inutilisables et que la bonne nourriture ne durera qu'une semaine. Il ajoute que les aliments frais et en sachet sont impropres à la consommation, mais que les conserves devraient être protégées par leur emballage métallique. Après avoir envoyé les soldats chercher des conserves, Umut accepte de libérer Selig en échange de son aide. Selig accède aux ordinateurs de la base et capte un message en espagnol. Il y a beaucoup d'interférences, mais elle comprend seulement que Dieu nous protège tous. Ensuite, Selig pirate le dossier de Daphne et découvre qu'elle a mené des recherches sur les habitats sous-marins pour l'organisation militaire de l'OTAN. Cela signifie que Daphne savait pour la catastrophe solaire avant qu'elle ne se produise. De son côté, Yonka tente de se lier d'amitié avec Daphne pour en apprendre plus sur elle, mais Daphne comprend qu'elle est interrogée et abrège la conversation. Peu après, le groupe aperçoit un avion survoler la zone. Alors que Selig tente de le suivre via l'ordinateur, la radio capte des transmissions russes essayant de contacter la station spatiale. Lorsque c'est fini, Selig reprend le suivi de l'avion et remarque qu'Umut note un numéro. Pendant ce temps, le groupe d'Armand trouve un entrepôt rempli de conserves, mais toutes sont avariées. Peu après, les soldats reviennent et confirment qu'ils ont eu le même résultat en ville. Le groupe se rassemble dans la salle informatique, où Selig suit toujours l'avion. Armand observe sa trajectoire et en conclut qu'il tente d'échapper au soleil en volant vers l'ouest. Il propose d'entrer en contact avec eux pour s'allier, mais Umut, craignant qu'il soit ennemi, menace d'abattre l'avion si quelqu'un tente de le contacter. Le sous-marin annonce finalement son départ, mais CEN décide de rester, incapable de surmonter son addiction. Plus tard, Daphne s'effondre sous le poids de la culpabilité. Après le départ du sous-marin, le soleil se lève et CEN marche vers les vagues pour attendre la fin. Une journée passe, et à la tombée de la nuit, le sous-marin refait surface. Peu après, il retrouve CEN mort sur le rivage et lui rend hommage. Armand et Félix confirment que c'est difficile mais faisable, mais Daphne insiste que l'Espagne est un meilleur choix. Elle souligne que les graines prendront beaucoup de temps à pousser, ce qui signifie qu'ils n'auront pas de nourriture d'ici là. Sans parler du fait que la Norvège est à une semaine de là. Une dispute éclate alors qu'Armand soutient l'idée de Daphne, donc Umut accepte de faire un détour par l'Espagne sur leur chemin vers la Norvège, mais il dit aussi que si quelque chose tourne mal, il tiendra Daphne et Armand responsables. Quelques instants plus tard, Daphne utilise son ordinateur dans une petite pièce et le cache avant de sortir, ce qui est remarqué par Selig. En même temps, Umut demande à Altan de garder un autre secret, et quand Altan quitte la pièce, Selig le voit aussi. Finalement, le sous-marin atteint l'Espagne et la plupart du groupe sort avec leurs armes prêtes. Sur les haut-parleurs, ils entendent le même message à propos de la mine qu'ils ont entendu à la radio. Les quais sont abandonnés, alors ils montent dans des voitures pour suivre les indications qui mènent aux mines. Dans le sous-marin, Selig commence à chercher des indices, mais il est pris sur le fait par Altan. S'ensuit une bagarre et après quelques coups échangés, Selig parvient à jeter Altan à terre et à l'étrangler jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ensuite, elle trouve enfin l'ordinateur de Daphne et commence à examiner ses messages. Quelqu'un avait dit à Daphne de se taire et de ne faire confiance à personne, mais elle ne savait pas pour le signal lumineux. Pendant ce temps, le groupe d'exploration atteint les mines et découvre que l'ascenseur ne peut transporter que 5 personnes, donc le groupe se divise. Leur arrivée est captée par les caméras de sécurité et une fois descendu, le groupe à l'entrée est incapable de rappeler l'ascenseur.
Dans les tunnels de la mine, un survivant surgit et prend un officier en otage, alors Armand tente de le raisonner. Soudain, d'autres survivants apparaissent et les entourent, révélant qu'ils sont tous mineurs. Il s'avère qu'ils ont envoyé un faux message parce que personne ne serait venu s'ils avaient simplement demandé de l'aide. Armand veut toujours négocier, mais Umut ouvre rapidement le feu. Les deux côtés commencent à se battre et l'otage est tué. À l'entrée, Félix trouve la salle de contrôle et découvre que quelqu'un a coupé les fils de l'ascenseur, ce qui prendra un certain temps à réparer. Entendant les coups de feu, Yonka enfile des gants et décide de descendre en glissant le long des câbles de l'ascenseur. Pendant que le combat continue et que les deux côtés perdent des personnes, Daphne court dans un tunnel et découvre une série de cadavres démembrés. Les mineurs sont en réalité des cannibales et ils ont mangé les survivants qui ont suivi leur message. Quelqu'un la poursuit, alors Daphne se cache parmi les corps et casse l'ampoule avant de couvrir la bouche d'un homme mourant pour le faire taire. Une lampe de poche finit par la trouver, mais il s'avère que c'est juste Yonka. Une Daphne désespérée veut libérer le survivant et le bruit attire un mineur dans cette pièce. Félix et Rana observent tout sur les caméras, donc ils utilisent la radio pour les avertir de l'approche de l'homme. Les femmes réagissent juste à temps et après une lutte, elles empalent le gars pour le tuer. Dans la pièce principale, Umut manque de se faire tuer mais récupère son arme juste à temps et tue son agresseur. Ensuite, il tire autour de lui et effraie les mineurs restants, sauvant Armand qui avait été maîtrisé. Par la suite, tout le monde se réunit à l'ascenseur, mais Félix leur dit qu'il ne peut pas le réparer. Au moins, ils parviennent à verrouiller les portes pour que les mineurs qui arrivent ne puissent pas les suivre. Armand regarde autour de lui et trouve une autre pièce avec un contrôle qui active l'ascenseur. Il met une pioche dessus pour le maintenir enfoncé, puis il court pour attraper l'ascenseur alors qu'il commence à monter. Les mineurs parviennent à ouvrir la porte à ce moment-là et attendent que l'ascenseur revienne pour les poursuivre. Le groupe se précipite vers les voitures et part immédiatement, mais le véhicule de Daphné et Armand n'a pas les clés et ils ne peuvent pas suivre. À ce moment-là, les mineurs sortent, donc le duo commence à courir en arrière. Les autres sont déjà sur les quais et Félix découvre qu'il a accidentellement mis les clés dans sa poche, donc il veut retourner pour aider, mais les officiers l'obligent à monter dans le sous-marin parce que le soleil va bientôt se lever. Quelques officiers restent pour la défense et ouvrent immédiatement le feu lorsqu'ils voient les mineurs poursuivre Armand et Daphne. La plupart des cannibales tombent, mais Daphne trébuche et un mineur parvient à la saisir en otage. Umut refuse toujours de négocier et commence à les abattre, mais il n'est pas assez rapide et un mineur parvient à poignarder Daphne dans le dos avant que Umut ne le tue aussi. Armand fait une crise de nerfs et s'accroche au corps de Daphne alors qu'elle meurt dans ses bras, refusant de partir sans elle. Les officiers doivent l'assommer et le traîner jusqu'au sous-marin avant que le soleil ne se lève. Dans le sous-marin, Yonka ordonne à tout le monde de se diriger vers la Norvège pendant que Umut continue d'essayer d'accéder au fichier des Rennais. Après plusieurs tentatives infructueuses, il devine enfin le mot de passe et trouve les ordres de mission, réalisant qu'ils ont été trompés. Il leur avait initialement dit qu'ils étaient en exercice pour l'OTAN et qu'ils avaient trouvé le sous-marin d'Armand par hasard, mais tout était planifié depuis le début. Et René savait toujours qu'ils étaient en mission de recherche et sauvetage, et le but était de sauver Daphne en raison de ses connaissances sur l'habitat sous-marin. Umut déduit que l'OTAN était au courant de cette catastrophe bien avant tout le monde et qu'il travaillait pour se sauver à tout prix. Soudain, Armand entre dans la pièce et attaque délibérément Umut, cherchant une réaction. Les autres officiers le retiennent alors qu'il crie qu'il veut que tout cela se termine, mais au lieu de le tuer, Umut ordonne à ses hommes de l'enfermer. En voyant cela, Félix et Rana refusent de continuer à travailler sur les préparatifs des graines à moins qu'Armand ne soit libéré, mais Umut répond simplement qu'ils ne seront pas nourris alors. Dans la pièce où il est menotté, Armand entend des officiers dire que 2 tubes lance-torpilles sont vides. Pendant ce temps, Altan essaie de faire travailler les soldats sur les plans des graines, mais personne ne sait comment utiliser ces méthodes alternatives. Félix va voir Armand et lui raconte l'histoire que Umut diffuse, alors Armand demande à parler à Yonka. Lorsqu'elle arrive, Yonka révèle qu'elle a pris les plaques d'identification de Daphne et les met sur lui. Armand partage ensuite sa théorie, le tremblement de l'autre jour qu'Umut a qualifié de test était en fait les torpilles disparues. Le réglage de la quille avant a également été recalibré, ce qui n'a aucun sens. Il pense qu'Umut est celui qui sabote toute cette mission pour prendre le pouvoir. Yonka refuse d'y croire, alors Armand lui demande d'envoyer Umut. Quand Umut arrive, il libère Armand et lui donne même de la nourriture. Armand ne coopère pas tout de suite, alors Umut perd patience et commence à crier en racontant toutes les horreurs qu'il a vues en temps de guerre, affirmant qu'il ne veut pas revivre cela. Finalement, Armand propose un marché, si Umut veut que Félix et Rana travaillent sur les graines,
alors il doit laisser 2 hommes derrière pour compenser la perte de Cen et Daphne. Umut refuse d'abord, mais lorsqu'Armand évoque les missiles disparus, il le fait chanter pour qu'il accepte l'accord. Cependant, Armand revient soudainement sur sa décision et révèle que la conversation a été diffusée dans tout le sous-marin pour montrer le vrai visage d'Umut. Les officiers sont furieux et Yonka le relève de son poste. Fou de rage, Umut sort son arme et crie sur tout le monde, affirmant qu'il a tout fait pour eux. Personne ne le prend au sérieux, alors Umut donne son arme à un officier et lui demande de choisir qui abattre, Armand ou lui. L'officier perd ses moyens car il ne sait plus en qui avoir confiance, mais Armand s'approche et prononce un discours puissant qui l'aide à se calmer. Après qu'Umut ait été enfermé, les troupes saluent Yonka comme leur nouvelle commandante. Ensuite, Selik est chargé de pirater l'ordinateur pour découvrir la vérité sur les messages d'Erenei. Il s'avère que ce sous-marin suivait celui de Daphne depuis le début parce que l'OTAN avait demandé à Erenei de sauver l'équipe avant l'incident solaire. Il y a aussi des coordonnées pour un endroit dans l'océan Indien et un numéro de téléphone. À ce moment-là, ils arrivent en Norvège et le sous-marin refait surface. Utilisant le téléphone satellite de Daphne, Yonka compose le numéro et découvre que Daphne l'avait déjà appelé par le passé. Celui qui décroche est Asil, le père d'Armand, qui porte une combinaison d'astronaute et se cache quelque part avec de nombreuses cultures. Asil admet qu'il a donné une fausse mission à Daphne juste pour embarquer Armand et le sauver de la tragédie. Avant de raccrocher, Asil dit à Armand de venir aux coordonnées en Inde car un nouveau monde s'y trouve. Armand raconte alors toute l'histoire aux autres, affirmant qu'Umut avait raison. Puisqu'il ne fait pas confiance à son père, il pense qu'il devrait d'abord récupérer les graines et réfléchir à un plan ensuite. Selik va voir Umut et commence à se demander si elle devrait le libérer, car ils auront besoin d'un esprit rusé pour s'opposer à Asil. À la surface, Rana et un officier partent chercher les graines, mais trouvent un avion à proximité. L'officier dit à Rana de se cacher pendant qu'il enquête. Armand entre dans un bâtiment et découvre un homme armé menaçant un autre avec une arme, en lien avec la série Into the Dark. Lorsqu'il voit Armand, l'homme lui tire immédiatement dessus. Tandis qu'Armand s'effondre lentement, inconscient, l'équipage du sous-marin découvre qu'un missile a été lancé et qu'il se dirige droit sur eux.